Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Les intempéries font une nouvelle victime. Un septuagénaire a été emporté dans les flots d'un torrent en crue dans les Hautes-Pyrénées. Le bilan s'élève désormais à 2 morts depuis le début des inondations. Le gouvernement appelle à la plus grande vigilance et souhaite tirer les leçons de cet épisode qu'il qualifie d'exceptionnel. Tous les détails dans ce journal. La deuxième conférence sociale de l'ère Hollande s'ouvre demain. Cette grande messe qui réunira syndicats et patronat au Palais d'Iéna à Paris devrait se concentrer sur l'épineuse question des retraites, sans oublier toutefois la préoccupation numéro 1 des Français, l'emploi bien sûr. Invité politique sur ce sujet et d'autres, c'est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Pascal Durand, tout à l'heure. Et puis, Ich bin ein Berliner. 50 ans après cette phrase entrée dans l'histoire de John Fitzgerald Kennedy, Barack Obama prononce à Berlin un discours appelant à un nouveau partenariat transatlantique et au désarmement nucléaire. Autre temps, autre ambiance pour le président américain qui n'a pas électrisé la foule comme ses prédécesseurs autrefois. On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Il faudra tirer les leçons de cette situation, affirme le ministre de l'Intérieur à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, fortement touchées par les crues. Manuel Valls qualifie cet épisode d'exceptionnel et appelle à la plus grande vigilance. L'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré. Le bilan s'élève désormais à 2 morts. Tous les détails avec Tam Tranoui. Un garage détruit par les eaux, des routes éventrées, des maisons remplies de boue. Le spectacle est écœurant. Hier, le gave a tout emporté. Les habitants de Pierrefitte-Nestalas ne peuvent que constater les dégâts. Le garage est parti avec tout le matériel de l'hôtel. Les chambres sont mouillées, la maison mouillée. Bon, voilà. Je fais appel aux experts parce qu'on ne peut pas nettoyer. Il faut attendre qu'ils passent. Et après, on va commencer à nettoyer. Il y a les gens du village qui vont venir nous aider. Et puis voilà. Il faut s'entraider, hein, de toute façon. Hier, le village a perdu l'une de ses habitantes, une septuagénaire emportée par les eaux. Cet après-midi, les crues ont causé la mort d'une deuxième victime dans le village de Luz-Saint-Sauveur. Ici, à Saint-Béat, c'est la Garonne qui a tout dévasté. Les rues ne sont plus que boue, les tractopelles sont à l'œuvre. Cet après-midi, Manuel Valls et Delphine Batho se sont rendus à Lourdes. Le ministre de l'Intérieur a annoncé des renforts. Avec l'envoi de renforts nationaux en provenance des unités de la sécurité civile de Brignoles et de Nogent-le-Rotrou, 2 hélicoptères de la sécurité civile supplémentaires ont été mis à disposition des secours dans les Pyrénées parce que nous avons besoin d'atteindre ces villages. Manuel Valls veut également une reconnaissance rapide de l'état de catastrophe naturelle. Une réunion interministérielle devrait se tenir lundi à Matignon. Dans l'actualité à présent, direction Berlin, où le président américain a prononcé un discours devant la porte de Brandebourg, lieu symbolique. Ich bin ein Berliner, 50 ans après cette phrase entrée dans l'histoire de John Fitzgerald Kennedy. Barack Obama a appelé, quant à lui, à un nouveau partenariat transatlantique et à une réduction des arsenaux nucléaires des 2 grandes puissances, américaines et russes. La réponse négative de Moscou n'a pas tardé. On voit tout cela avec Julie Hulin. Des centaines de drapeaux américains et allemands qui s'agitent, un geste à la foule enthousiaste, un large sourire. Accompagné par Angela Merkel, Barack Obama s'est avancé cet après-midi vers une tribune installée devant la porte de Brandebourg. 50 ans après John Kennedy, le président américain a appelé lui aussi à plus de justice et de liberté. Si on lève les yeux comme le président Kennedy nous l'a demandé, alors nous devons reconnaître que notre travail n'est pas encore terminé. Nous ne sommes pas que des citoyens américains et allemands, nous sommes des citoyens du monde. Sa volonté, un monde de paix et de justice. Parmi ses annonces, une meilleure lutte contre le changement climatique, une solution politique nécessaire pour la Syrie et une proposition concrète concernant la réduction des armes nucléaires. Après un large examen, j'ai décidé que nous pouvions assurer la sécurité de l'Amérique et de nos alliés et maintenir de forts moyens de dissuasion tout en réduisant nos armes stratégiques d'1 tiers.
J'ai l'intention de chercher à obtenir des réductions négociées avec la Russie pour dépasser les positions nucléaires de la guerre froide. La réponse russe n'a pas tardé, une fin de non-recevoir. Pas question d'accepter une proposition de désarmement tant que les États-Unis développeront leur défense antimissiles. Actuellement, la Russie et les États-Unis détiennent près de 90% du stock d'armes nucléaires dans le monde. La lutte contre l'évasion fiscale, toujours dans l'actualité. En France, la fraude représenterait entre 60 et 80 milliards d'euros de manque à gagner par an. Alors que le durcissement des sanctions pénales est en discussion, le gouvernement invite les fraudeurs à régulariser leur situation au plus vite. Les détails avec Sandra Cerquera. Sont-ils 5 000 ou 10 000 ? Impossible de savoir précisément combien d'évadés fiscaux sont aujourd'hui tentés par le retour en France et à la légalité. Le gouvernement affirme qu'ils seraient de plus en plus nombreux. Les avocats fiscalistes parlent même de panique chez leurs clients. La raison de ce changement, un projet de loi qui prévoit des sanctions plus lourdes, un maximum de 7 ans de prison contre 5 actuellement. Le gouvernement réfléchirait même à un mécanisme de régularisation des exilés fiscaux. Qu'il n'y aura pas de cellule de régularisation opaque qui permettrait dans des conditions dérogatoires du droit commun à des exilés fiscaux d'obtenir une espèce de bonus à la fraude. Nous pouvons espérer émettre entre 2 milliards et 2,5 milliards de droits et pénalités à recouvrer à destination de ces fraudeurs. Pour accueillir les exilés fiscaux, la droite avait créé une cellule de régularisation pour discuter avec les intéressés des conditions de leur retour et payer, si c'était le cas, leurs droits, les intérêts de retard et une pénalité. Ce n'est pas le choix du gouvernement. Il dénonçait à l'époque des arrangements et refuse aujourd'hui toute procédure s'apparentant à une amnistie fiscale. Alors pour mieux inciter les évadés fiscaux au retour, le gouvernement garantit l'absence de poursuites judiciaires ou pénales à tous ceux qui accepteront de revenir et de payer la totalité des impôts et pénalités avant le vote de la loi, sans doute fin juillet. Coup de sang de Claude Bartolone qui en a ras-le-bol, dit-il, des députés qui veulent se faire une réputation sur le dos des autres. Le président de l'Assemblée nationale vise la dizaine de députés qui a appelé à abolir les privilèges des parlementaires. Dans le Nouvel Observateur, ces députés de droite et de gauche souhaitent plus de transparence, le mandat unique ou encore la fin du système de retraite spécifique aux parlementaires. Alors qu'en pensent les sénateurs? Regardez leur réponse au micro de Julie Hulin. Ils sont 10 députés et ils sont en colère. Leur volonté, abolir leurs privilèges. 5 socialistes, 3 UMP, 2 écologistes. Ils ne se connaissent pas tous, mais ont choisi de signer une tribune commune avec 10 propositions, parmi lesquelles la suppression du régime spécial des retraites, l'interdiction de l'accès au lobby ou encore la publication de la réserve parlementaire. Une réflexion qui trouve un écho auprès de certains sénateurs. Les vrais sujets sont autour des questions de transparence et il y a des propositions qui sont faites auxquelles j'adhère totalement et que je porte moi-même depuis très longtemps au Sénat. Celles qui concernent la transparence de l'utilisation de la réserve parlementaire. Combien chaque parlementaire a-t-il de réserve parlementaire? Qu'en fait-il? Je ne pense pas qu'il en fasse un usage détourné. Mais ce serait mieux pour tous qu'on sache comment cet argent public est attribué. Pour d'autres, en revanche, le statut du parlementaire doit à tout prix être protégé pour préserver sa compétence. Cette tribune ne pointerait pas du doigt les vrais problèmes. Moi, je trouve que les leçons de morale données par les uns et par les autres, certains jeunes députés, et vous remarquerez qu'il y a peu de députés quand même qui ont un peu d'ancienneté dans cette liste. C'est très bien tout ça, c'est gentil. Le cumul des mandats, on aborde tout, mais ce n'est pas les questions qui tiennent à la déontologie et à l'éthique que doivent suivre les parlementaires. C'est d'autres sujets. On mélange tout. Les 10 propositions des députés devraient en tout cas alimenter les débats en cours du Parlement autour de la loi de moralisation de la vie politique. Dans l'actualité aujourd'hui, elle ne sera pas candidate à la mairie de Paris. Cécile Duflot indique vouloir ni flou ni loup pour cette élection municipale. La ministre du Logement préfère renoncer et annoncer son soutien à Christophe Najdovski pour Europe Écologie Les Verts. Invité politique du 22h ce soir, justement, c'est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Pascal Durand. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Nous allons évoquer ensemble cette décision de Cécile Duflot qui renonce
Nous parlerons aussi bien sûr de l'ouverture de la conférence sociale demain où il sera question des retraites, mais aussi, c'est important, de la lutte contre le chômage. Mais d'abord, l'actualité ce soir, ce sont ces crues dévastatrices et mortelles pour 2 personnes emportées par les flots qui ont perdu la vie. Ce qui frappe, Pascal Durand, ce sont ces phénomènes climatiques de plus en plus répétés, exceptionnels et difficilement prévisibles. Et qui le seront de moins en moins parce que évidemment c'est dramatique et lorsque ça touche la vie humaine c'est le pire de ce qui peut arriver sur le climat, mais c'est une illustration de ce qui se passe de plus en plus dans le monde. Aux États-Unis ils vont de cyclone en ouragan, d'une violence de plus en plus forte. On voit qu'il y a des centaines de morts aux États-Unis, qui est quand même un pays qui normalement est particulièrement bien préparé au phénomène climatique. C'est terrible dans les pays du Sud parce que vous savez on parle de réchauffement climatique, donc les gens se disent bah, c'est pas grave, à la limite on aura un peu plus chaud de temps en temps, mais ça se passe pas du tout comme ça. C'est que la moyenne, là on devait viser 2 degrés, on va aller vraisemblablement vers 3 ou 4. Ça veut dire qu'il y a des pays qui vont monter à 7 ou 8 et des pays qui sont déjà dans des situations pénibles de désertification. Donc ça veut dire des déplacements considérables de population, des maladies, des pandémies qui vont se développer. C'est un phénomène très grave. La mer va monter. On a 70% de la population mondiale qui vit en bord de mer. C'est le problème du Bangladesh. Ce sont des drames. Ça, c'est le fait de ne pas anticiper et de ne pas essayer de résoudre cette question. Au niveau de la France, en tous les cas, la ministre de l'écologie, Delphine Batho, souhaite, dit-elle, revoir le plan national de prévention des changements climatiques. Alors, je suis allée voir le site du ministère pour consulter ce plan. Il retrace en fait les grands scénarios climatiques des 20 et 30 prochaines années. Mais franchement, on n'arrive pas à prévoir quelques semaines. C'est exact. Simplement, ce qu'on pourrait peut-être prévoir, par exemple, c'est d'arrêter de construire, parce qu'on parle du réchauffement climatique, mais tout ça, ce sont des conséquences qui s'entraînent. Quand on a enlevé des forêts entières, quand on a des terrains sur lesquels on a construit, alors que de manière séculaire, on ne construisait pas simplement pour améliorer la promotion immobilière, on a construit là où il ne fallait pas. On a mis des terres maintenant qui n'absorbent plus, il n'y a plus les arbres pour retenir les coulées de boue. Enfin, ce sont tout un tas de choix, et moi je comprends que le ministère essaye de les anticiper. Maintenant, des choix humains, hein, vous dites. Ce sont des choix humains, mais la part de, en partie ces conséquences naturelles. La part de la responsabilité humaine est extrêmement forte. Maintenant, moi je ne suis pas un alarmiste. Je dis essayons de comprendre ce qui se passe et anticipons. Ça va coûter, mais en termes humains, ça va être un drame majeur dans le 21e siècle. Mais en termes économiques, ça a été chiffré notamment dans le rapport Stern. On parle de milliers de milliards sur ces conséquences-là. Bien sûr. Donc, dans un contexte comme celui-ci, évidemment, c'est une catastrophe. Ce sont des drames qui vont monter, donc essayons de les anticiper. Et c'est vrai qu'on peut imaginer, ne serait-ce que sur les émissions de gaz à effet de serre, on pourrait être beaucoup plus efficace que ce que nous le sommes actuellement. Pascal Durand, demain s'ouvre la conférence sociale en grande partie consacrée à la réforme des retraites. Le gouvernement se dirige avec l'accord d'une majorité de partenaires sociaux vers l'allongement de la durée de cotisation. Est-ce que vous dites que c'est la moins mauvaise des solutions ? Non, moi déjà, je me réjouis qu'on ait un vrai dialogue social. Je tiens à le répéter parce qu'on l'a déjà vu au moment de l'ANI. Et L'accord sur la sécurisation de l'emploi. Absolument. Oui. Et moi, je pense que la méthode est bonne. Faire des tables rondes et discuter. Et déjà, c'est dit. J'en sais rien parce que justement, on commence les discussions. Il n'y a pas de surprise sur l'allongement de la durée de cotisation. Si, il y a des. Non, mais on ne peut pas raisonner uniquement de manière comptable, c'est-à-dire de dire la vie s'allonge, donc on va uniquement allonger les durées de cotisation. Je ne dis pas que ça ne doit pas être mis sur la table. Je dis simplement que si on ne prend pas en compte la question du travail des femmes, de la précarité du travail des femmes, de l'entrée des jeunes dans le monde, maintenant c'est 26 ans la moyenne du premier CDI, le fait qu'il y a 5 millions de chômeurs d'un côté, qu'on n'arrive pas à former les jeunes, donc, et qu'on est en pré-retraite en général aux environs de 57-58 ans, donc si tout ça n'est pas mis autour de la table en même temps, eh bien on échouera. C'est-à-dire que la réforme ne fonctionnera pas. Vous avez entendu le gouvernement, et ce sera sans doute répété demain, il promet justice et solidarité. Voilà, alors, une réforme des retraites de gauche, mais dites-moi, où est le marqueur de gauche? La justice et la solidarité, ça ce sont 2 marqueurs de gauche. Donc oui, mais justement, c'est très bien d'avoir un objectif. En 1946, quand on a mis en place le système des retraites que nous connaissons actuellement, le principe de solidarité était au cœur de la réflexion et de la résolution de la question des retraites. Faisons la même chose. Nous sommes en 2013. J'ai la faiblesse de croire que ce qui était vrai en 1944, dans une société de plein emploi où on allait vers les 30 glorieuses,
n'est plus tout à fait vrai maintenant dans une société où il y a des millions de chômeurs et où, je le répète, les jeunes n'arrivent pas à trouver leur place et où les femmes sont entrées dans la vie active dans des conditions d'une précarité scandaleuse, avec en plus des problèmes de retraite scandaleux en ce qui concerne si tout le cela montant. sera entendu et c'est pour demain ça. dans cette conférence. Alors dans ce contexte d'efforts demandés à tous les Français, Pascal Durand, 10 députés, 10 petits députés lancent un appel pour abolir leurs privilèges. Ce sont des élus de droite, de gauche, il y a 2 écologistes, ils veulent aller plus loin sur la transparence, le mandat unique, la fin du système de retraite spécifique des parlementaires. 10, il n'y a pas foule, hein. Et non, c'est toujours pareil. Quand on essaye de lancer, c'est malheureux, surtout d'être obligé de passer par les médias pour essayer de lancer une campagne là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit, et là je le regrette, et j'ai entendu la réaction du président de l'Assemblée nationale, réaction négative. On le voit sur la transparence. Oui, mais je crois que ce qu'ils sont en train de dire, c'est de lancer aussi une alerte en disant attention, il y a maintenant un décalage de plus en plus grand entre la vision d'une élite entre guillemets dirigeante, que ce soit au Parlement ou ailleurs, sur la perception des politiques et la manière dont les Français, exactement, les Français et les Françaises le perçoivent. Donc, moi, je crois que les sénateurs et les députés seraient bien inspirés de comprendre donc, que là, il faut bouger. Vous appelez les sénateurs d'Europe Écologie Les Verts à signer cet appel. Il y en a non, pas un seul. j'appelle le Parlement à se saisir et à ne pas reculer, comme sur la transparence, comme sur la règle de non-cumul. Je pense qu'il faut aller là vers beaucoup plus de courage et transformer les habitudes. Il faut oser parfois la réforme et le changement. Dans l'actualité, Cécile Duflot ne sera pas candidate au municipal à Paris. Comment l'interpréter? Est-ce que c'est le choix de la raison d'une ministre qui veut garder son marocain? Non, pourquoi est-ce que quand quelqu'un fait bien son travail, on dit elle veut le garder? Je crois qu'elle a fait un. Elle mérite de le garder, alors selon vous? Mais c'est pas du mérite, elle travaille, elle fait son travail de ministre et d'ailleurs tout le monde lui rend hommage. Et pour une fois que les écologistes ne sont pas critiqués lorsqu'ils font quelque chose, Cécile est un excellent ministre. Voilà, et sa loi sur le logement, que ce soit la première, que ce soit la deuxième, vont marquer. Alors, les premières années, c'est dommage, elle fait tellement du bon travail, mais elle ne le fait pas pour votre cause. Mais elle l'a fait pour notre cause. Vous savez, isoler les bâtiments et mettre en place un grand plan sur à la fois et l'isolation et la construction des logements sociaux, revoir l'aménagement du territoire, ce sont des éléments majeurs pour l'écologie. Donc moi, je ne fais pas la différence entre le travail de Cécile Duflot et celui de Delphine Batho. Paris, parlons de Paris. Pourquoi maintenir un candidat vert qui va grappiller des miettes, mais des miettes qui comptent, à la candidate socialiste Anne Hidalgo qui fait face à Nathalie Kosciusko-Morizet? Mais est-ce que vous voulez qu'on fasse disparaître l'écologie de ce pays? C'est-à-dire que, est-ce que maintenant on considère que la démocratie, elle est simple, elle se réduit à l'UMP et au Parti socialiste? Les socialistes le veulent, ils s'en agacent. Ah, mais ça, je comprends qu'en période de crise, on essaye un peu de se mettre dans une situation de préservation des intérêts acquis. Soyons sérieux, les écologistes, ils ont beaucoup apporté à la période de Monsieur Delanoë. Je crois que ça serait particulièrement dommage que dans une ville comme Paris, dans laquelle nous faisons en règle générale en plus de très bons scores et où nous avons un électorat très fort, nous ne soyons pas présents. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le travail qui a été fait en commun et par les socialistes et par les écologistes, mais je ne confonds pas les deux. Vous savez ce qu'ils vous disent, les socialistes? Ils vous disent regardez Villeneuve-sur-Lot, vous auriez précipité le PS, c'est bien eu vos partenaires dans l'abîme. Vous avez bien vu ce qu'on leur a répondu. Il est toujours très bien de ne pas être dans le déni. Moi, je leur dis, ne soyez pas dans le déni de réalité. Vous avez perdu, vous, socialistes, 23 points. 23 points en l'espace d'une année et les 2/3 de votre électorat ne se sont pas déplacés. J'ai jamais dit que ça me faisait plaisir. C'est un constat. Et je dis, ne soyons pas dans le déni de réalité. Et j'ai ajouté, cela pose une question à la majorité dans son ensemble. Moi, je répète, depuis le départ, nous souhaitons la réussite de cette majorité. Et là, les signaux qui nous sont envoyés, mais pas uniquement sur cette élection, sur l'ensemble des élections partielles qui ont eu lieu, les signaux ne sont pas bons. Donc il serait temps de se reprendre en main et d'essayer d'analyser. Chaque fois qu'un écologiste est interviewé, vous le savez, on lui pose la même question. Vous êtes habitué. Quand est-ce que les Verts vont quitter le gouvernement? Permettez-moi ce soir de la poser différemment. Vous me réjouissez.
Quantité de couleuvres avec ce gouvernement. Sur le traité européen, la compétitivité, la transparence, le crédit d'impôt compétitivité. Est-ce que vous ne frôlez pas l'indigestion? Non, du tout. C'est injuste de dire tout ce que nous aurions subi. Nous n'avons pas subi. Nous avons participé à un certain nombre de décisions pour lesquelles nous avons essayé d'y apporter notre vision. La loi bancaire. Langue de bois. Du tout. Je suis en train de vous donner un exemple. Par exemple, sur la loi bancaire, nous avons porté des amendements. Ces amendements ont été intégrés et d'une loi bancaire qui au départ était très faible, on arrive là à une loi bancaire qui va repasser en deuxième lecture, qui va être une des meilleures du monde, notamment sur la question de la fraude fiscale des paradis fiscaux. Sur la justice, il y a un énorme travail qui a été fait. Sur le mariage pour tous, il y a évidemment une dynamique très forte qui s'est mise en place. Donc, Pascal Durand, vous avez cité tous les domaines, sauf le vôtre, l'écologie. Ah, ça c'est un autre sujet parce que nous attendons deux grandes mesures. Un, sur la fin du débat sur la transition énergétique, c'est une avancée considérable de ce gouvernement qui a mis depuis un an autour de la table des partenaires et les ONG. Donc la transition énergétique. Deux, la fiscalité écologique. Dans le budget et trois, 2014. la grande loi logement. Vous voyez que c'est un lien avec l'écologie. Donc ça, ce sont des marqueurs très importants pour les écologistes. Dites-moi, est-ce qu'il y a un vrai ministre en charge de l'écologie dans ce gouvernement? Absolument. Un ministre qui soit à la hauteur des enjeux sur la transition économique, l'économie verte, le développement durable? Il y a un vrai ministre, Madame Delphine Batho fait son travail et elle le fait du mieux qu'elle peut. J'ai le sentiment qu'elle a des difficultés à gagner les arbitrages, mais elle peut compter sur nous. Non, elle peut compter sur nous, c'est pour ça, pour l'aider, pour appuyer, pour faire en sorte que lorsque les grandes lois vont sortir, notamment sur la transition énergétique, elle puisse s'appuyer sur un groupe écologiste très fort et un mouvement de l'écologie à ses côtés. Vous reviendrez nous en parler à ce moment-là? Très volontiers. Merci d'avoir été notre invité, Pascal Durand. Merci à vous. La suite du 22h dans un instant. Le club d'éditorialiste du mercredi soir. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Gaz lacrymo contre jet de pierre aux abords du stade de Fortaleza où se joue le prochain match du Brésil. Les policiers ont tenu à distance 15 000 manifestants. Dans les heures, au moins 2 personnes ont été blessées. Ils ont tiré dans mon visage. Je ne faisais rien, je n'avais rien. On avançait de façon organisée, mais il y avait des imbéciles qui ont avancé. Moi, j'ai avancé tout doucement et ils ont tiré sur mon visage. Depuis plusieurs jours, dans tout le pays, de violentes émeutes ont éclaté. C'est l'augmentation du prix du ticket de métro qui a mis le feu aux poudres. Car un an avant le mondial de football, la population a l'impression de payer les dépenses somptuaires du gouvernement. 15 milliards de dollars pour construire des stades dans le pays. Le Parlement européen donne son feu vert avec 11 voix sur 16 pour. La commission des affaires juridiques du Parlement européen approuve la levée d'immunité de Marine Le Pen. Depuis 2010, la présidente du Front National est poursuivie pour incitation à la haine raciale. Elle avait comparé les prières de rue à l'occupation allemande. L'ensemble des députés européens devra confirmer ce choix le 2 juillet. Bernard Squarcini sera bien jugé dans l'affaire dite des fadettes. L'ex-patron du renseignement sera poursuivi en correctionnel pour avoir fait analyser les factures téléphoniques de 2 journalistes du Monde afin de découvrir leurs sources de révélation dans l'affaire Bettencourt. Bernard Squarcini conteste sa responsabilité et dit avoir agi en toute légalité. Il risque 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. La grande défaite de Vercingétorix face à Jules César, Alésia, c'est le livre d'histoire qui a été récompensé aujourd'hui par le Sénat. Une consécration pour le lauréat Jean-Louis Pruneau. Et avoir ce prix aujourd'hui, c'est pour moi très important. Je pense que c'est aussi une reconnaissance du travail de l'archéologie en France et aussi du retour des Gaulois dans l'histoire qui avaient déserté un petit peu la scène historique pendant près d'un demi-siècle. Depuis 11 ans, ce prix distingue un ouvrage qui apporte un regard neuf et citoyen sur un événement historique. Avis à ceux qui pourraient rater le bac, Riss de Charlie Hebdo leur donne sa combine pour quand même bien gagner sa vie. Il suffit de faire comme Bernard Tapie, avoir de bons amis. Le club d'éditorialistes du mercredi et nous allons parler ce soir de cette grande messe sociale qui s'ouvre demain. Au cœur de la conférence sociale, il y a la réforme des retraites, bien sûr, mais pas seulement, la lutte contre le chômage qui représente un thème et un enjeu majeur. Mais d'abord, direction
Berlin, et c'est presque un rituel de John Fitzgerald Kennedy en juin 1963, en passant par Reagan, Clinton et jusqu'à Barack Obama qui s'est exprimé aujourd'hui. Plusieurs présidents américains ont prononcé des discours à Berlin et certaines de leurs phrases sont entrées dans l'histoire, comme le Ich bin Berliner et non pas Ich bin in Berliner de JFK. Regardez. Tous les hommes libres, où qu'ils soient, sont des citoyens de Berlin. Et par conséquent, en tant qu'homme libre, je suis fier des mots. General Secretary Gorbachev. Monsieur Gorbatchev, si vous cherchez la paix, si vous cherchez la prospérité pour l'Union soviétique et l'Europe de l'Est, et si vous cherchez plus de liberté, passez de ce côté-ci. Monsieur Gorbatchev, ouvrez ce pont. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, Monsieur Gorbatchev, détruisez ce mur. Together, we can walk through that gateway. Maintenant, nous pouvons faire ce chemin ensemble jusqu'à notre destin, jusqu'à une Europe unie dans la paix, dans la liberté, unie dans le progrès, pour la première fois dans l'histoire. Rien ne nous arrêtera, tout est possible. Berlin ist frei. Berlin is free. Et en notre compagnie ce soir, nos invités que je vous présente avec plaisir. Michel Cotta, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, journalistes et écrivains. Avec nous également Elisabeth Chavelet, bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef à Paris Match. Notre chroniqueur économique, Jean-Louis Combeau, nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et puis, notre rayon de soleil, notre lumière dans ce ciel menaçant et orageux. Regardez les couleurs qu'il portait encore, vous ne voyez pas le pantalon. On vous épargne le reste. Bonsoir Sonia, bonsoir à tous. Tout va bien, vous êtes en forme? Oui, très bien. On y va. Alors, comme ses illustres prédécesseurs, Barack Obama a voulu inscrire son discours dans l'histoire. Michel Cotta, est-ce qu'il y est parvenu selon vous aujourd'hui? Dire qu'il réduit l'armement atomique, c'est effectivement une façon de s'inscrire fortement dans l'histoire, mais je pense surtout que ce qui est révélateur, c'est les liens finalement qui existent entre l'Amérique et l'Allemagne. Au fond, les présidents américains considèrent qu'il pourrait y avoir ou Londres ou Berlin comme capitale, ils voient que Paris, à leurs yeux, c'est pas sérieux, et au fond, Obama, qui n'est pas très bien, paraît-il, en Angleterre et qui a des problèmes avec Cameron, se sent beaucoup mieux à Berlin. Et si ça révèle quelque chose, c'est le rôle de Berlin dans l'Europe, plutôt peut-être que le rôle d'Obama auprès de l'Allemagne. D'ailleurs, Jean-Luc Combeau, c'est intéressant que ce président américain, tourné vers le Pacifique, vraiment, qui oriente sa stratégie vers l'Asie, s'intéresse à l'Europe et d'abord à l'Allemagne. Il s'intéresse d'abord à l'Allemagne, et c'est vrai que depuis tout ce qu'on a vu là, depuis effectivement Kennedy, l'Allemagne est toujours en réalité au centre de l'Europe. Ce qui est intéressant aussi, c'est donc le discours de Kennedy, à quel point il était agressif. Il a dit, il vient à Berlin, et il vient les narguer. Il dit, on ne peut pas travailler avec les communistes. La preuve de la faillite du communisme, c'est ce mur. Donc il vient vraiment les narguer. Il a dit, on va se friter entre vous et moi, et je suis à Berlin, aux frontières du communisme, pour vous le dire. Reagan revient aussi un petit peu la même chose, disant Gorbatchev abattait ce mur. Et là, Obama arrive, lui, d'une façon un peu plutôt pacifique. Il dit, bon, je vais demander la réduction par 2 des armements nucléaires. Et le ministre des Affaires étrangères russe lui a répondu, aujourd'hui même, non, c'était quand même un peu utopique de formuler une telle proposition. Non, ce qui a changé quand même entre les deux, c'est que le mur est tombé, c'est pas rien. Le mur est tombé, on peut réduire les armements, alors que effectivement, avant, c'était très agressif et c'était la défense d'un côté du mur par rapport à l'autre.
et ça on se sent très bien chez Kennedy, là il n'y a plus de mur, donc ça rend les choses plus faciles. Oui, sauf que Poutine est devenu est un peu le Khrouchtchev de l'époque, Oui. c'est-à-dire que... Oui, c'est osé comme même. Moi, je trouve que je suis pas tout à fait d'accord avec Michel pour une fois, mais je trouve que même en Allemagne, la cote quand même de Obama a quand même beaucoup baissé. On sait que les Allemands ont toujours été plus atlantistes que tous les Européens, mais je trouve que sa cote s'est démonétisée parce que la magie quand même du premier mandat a quand même beaucoup terni. Il faut quand même savoir que depuis, les Américains nous ont exporté la plus grave crise économique depuis 1929. Et puis, donc ça, on ne leur pardonne pas. Et puis, il y a aussi quand même ce problème aujourd'hui de la Syrie. Obama a tergiversé, nous dit qu'il allait intervenir sur la ligne rouge, tout le monde savait qu'il était dépassé, il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est un président qui avait l'air d'apporter yes we can, il pouvait tout, etc. Il apparaît aujourd'hui très prudent et même jusqu'à l'immobilisme. Et donc je pense que son discours, ses mots portent ont moins d'impact. Il y a la crise, y compris en Allemagne. Il y a la crise, il y a la Syrie. On pourrait rajouter, Michel Cotta, le maintien de la prison de Guantanamo, l'utilisation des drones dans la guerre contre le terrorisme et plus récemment l'affaire de la surveillance électronique qui a fait grincer les dents des Allemands, dont une partie se souvient encore de l'espionnage systématique de la RDA. Là, c'est le pays des droits de l'homme que nous sommes qui est complètement bouleversé par cette idée de surveillance universelle. Bon, on sait bien que Internet, Google, tout ça, on sait bien que maintenant on est repéré, qu'il n'y a pas de secret. Bon, donc je trouve que c'est un peu un truc, c'est un peu quelque chose qui mousse à du champagne. Moi, je suis pas d'accord parce que les Allemands, quand on regarde la presse allemande, ils réagissent beaucoup là-dessus parce que les Allemands de l'Est ont été des gens qui ont été obsédés par l'espionnage. Alors, moi, je voulais dire sur la crise. Je veux bien que ce soit la crise et qu'ils ont exporté la crise. Enfin, la crise aujourd'hui, elle est européenne. Et si quelqu'un s'en sort un peu, c'est plutôt Obama. Et ce sont plutôt dire que la crise est mondiale, c'est fini. La crise, elle est européenne en ce moment. Non, mais sur l'espionnage, je crois qu'ils y sont extrêmement sensibles, contrairement à ce que tu dis, parce que ils ont été vraiment l'Allemagne de l'Est. Ils ont été à bonne école, oui, c'est vrai. Ils ont été à bonne école et la chancelière est allemande de l'Est. Oui. Non, mais attendez, je rappelle qu'Obama a été prix Nobel de la paix. Et comment, Sonia, vous avez cité les drones qui tombent sur n'importe qui loupe les frappes, Guantanamo avec un tas de lois. C'est quand même une image très écornée. Regardez ce que lui a conseillé le Der Spiegel. C'était avant son discours, on va voir ce qui a été écrit. S'il vous plaît, donc il s'adresse à Obama, ne dites rien d'aussi banal comme j'aime Berlin. Ce serait ridicule. Non, prononcez juste la phrase la plus pertinente que vous, en tant que président des États-Unis, pouvez nous dire au sujet de votre relation avec Berlin, l'Allemagne, l'Europe et le reste du monde. Dites, je suis un Américain. C'est formidable. Tout est résumé. Tout est dit là, oui, justement. Je suis un Américain, mais depuis Kennedy, Reagan, l'Amérique perd la main. C'est non seulement il y a une magie d'Obama qui s'éclipse, mais l'Amérique perd la main. En face, avec Kennedy, elle a un adversaire, un ennemi à sa mesure, l'Union soviétique. Et là, on a l'impression qu'elle ne sait pas faire, elle ne sait pas réagir à ce qui se passe dans le monde, contrairement à ce qui se passait à l'époque de Kennedy. Par exemple, vis-à-vis de la Chine, qui est la puissance montante, elle est désarmée. Elle ne sait pas, elle ne peut pas invoquer la liberté face au communisme et la dictature chinoise. Et il y a une sorte, on arrive, ne saisit pas le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que je disais que le sens de la visite, c'est pas tellement sur Obama que ça porte, c'est sur le rôle de l'Allemagne aujourd'hui. Et le rôle de l'Allemagne tel qu'elle est vue par les États-Unis, le leadership allemand. Et quand on parle de la Chine, nous venons d'en parler, on sait que le nombre de fois où Mme Merkel est allée en Chine, parce qu'elle ne se laisse pas avoir par les flots du temps et qu'elle sait que c'est essentiel. Donc au fond, il y a peut-être un rapport de force inversé aujourd'hui. La capitale de l'Europe, c'est donc Berlin. C'est ce que disent les chancelleries. Mais je trouve qu'il y a une nuance là, dans l'hégémonisme allemand. Il y a eu un très beau dossier d'un vieil économiste sur l'hégémonisme allemand, l'hésitation des Allemands, parce qu'elle existe dans les chiffres, l'hégémonisme. Il existe dans les chiffres. Je crois que c'est 20% de la richesse mondiale, 25% des exportations. Il existe dans les esprits des chancelleries qui disent plus maintenant qu'est-ce que veut l'Europe, mais qu'est-ce que veut Berlin et qu'est-ce que fait Berlin. Mais il n'existe pas dans les esprits des Allemands et encore moins de la chancelière. Parce que je pense que la chancelière, elle sait que 60% des Allemands sont européens. Elle veut l'Europe et elle sait que c'est indispensable. Mais elle sait que les Européens ne veulent pas de l'hégémonisme allemand parce que le nazisme, c'est resté dans toutes les têtes et c'est pas demain que ça sera pardonné. Et elle a prononcé une phrase que j'ai trouvée très intéressante, Madame Merkel. Elle a dit je suis étrangère à ce mot d'hégémonisme. Et en Allemagne, j'ai vu aussi que le mot leader se dit toujours Führer.
Donc c'est quand elle même... n'est pas leader. Elle n'est pas leader. C'est différent. Jean-Luc Gombault, à la question de Kissinger, le numéro de l'Europe, on ne peut pas dire appeler Berlin. Elle en veut pas, en tout cas. Oui, on pourrait dire, oui, exactement. C'est ça le gros problème. Effectivement, le centre de l'Europe, c'est pas Bruxelles, c'est pas Strasbourg. C'est véritablement devenu Berlin. Et ça dépasse effectivement les aspirations même des Allemands qui ne veulent pas porter le poids de tout ça, mais malgré tout, c'est sur leurs épaules maintenant. Qui passent leur temps à le démentir en disant non, nous on veut rien. On peut dire aussi que c'est un événement qui tombe bien pour la chancelière allemande en pleine campagne électorale aussi. Oui, il y a des enjeux importants en ce moment. Mais c'est un animal politique, il faut bien dire que derrière, nous en France on la connaît peu et on voit que son allure décidée, mais derrière ce sourire de temps en temps et cette veste toujours colorée, il y a quelqu'un qui fait vraiment une vraie campagne politique depuis longtemps. On l'a vu passer de l'Est à l'Ouest, trahir s'il l'a fallu le président Kohl. Elle a vraiment, c'est un animal politique de première grandeur et ça nous est pas tout de suite sensible. Alors regardez comment cet animal est croqué par Hervé Baudry qui lui fait une belle veste toute rose. Dis donc l'allure, elle n'est pas très gracieuse. Oh, elle n'a jamais été très souriante. Pour ma campagne, j'ai CNN, parce que c'est vrai que CNN ou d'autres télés, mais elle a tiré le gros lot là sur la couverture médiatique, si je puis dire. C'est sûr. Alors, autre événement, je ne sais pas s'il va attirer CNN, mais demain s'ouvre la conférence sociale, la grande messe. Avec les partenaires sociaux et évidemment le gouvernement. D'abord sur la forme, ces rendez-vous sociaux, Michel Cotta, est-ce que c'est pas une sorte de théâtre où les dialogues des différents partenaires sociaux sont presque écrits à l'avance? Il y a toujours l'éventualité d'une surprise, un coup de théâtre, mais c'est très limité, non? Oui, c'est limité, mais c'est un style de gouvernement qu'a voulu imprimer François Hollande, qui peut-être ne séduit pas ni ne convainc tout le monde. Ça fait partie de l'arsenal de la social-démocratie, c'est de faire des grandes réunions. Mais il a installé sa méthode, voilà, c'est une méthode. Maintenant, on voit bien que la méthode a des limites en France, où quand même les syndicats n'ont pas du tout le même jugement, la même appréciation, la même volonté de participer à la construction social-démocrate même. Telle qu'elle a été en Allemagne, puisqu'on vient de la citer. C'est un peu sévère, Michel, quand même, parce que la première conférence a quand même donné... Ça a très bien marché. Oui, c'est vrai, très bien marché. Elle a quand même donné, ça a donné un projet de loi. L'ANI, c'est quand même... C'est pas le même climat, non? Alors, le climat, évidemment, s'est dégradé, parce que depuis juillet, la première conférence, justement, qu'avait inaugurée François Hollande, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 340 000 chômeurs de plus, 11%. La cote de popularité du président a été amputée de moitié. Donc il n'est pas du tout dans la même situation. Ça ne veut pas dire que la méthode soit pas bonne. Ah non, mais au niveau quand même, il était un homme neuf en juillet. Sarkozy avait laissé un mauvais souvenir aux partenaires sociaux. Rappelez-vous ce qu'il avait dit sur les corps intermédiaires, n'est-ce pas, très négatif. Maintenant, il n'est plus un homme neuf. Il est un homme qui est là depuis un an. Et le bilan social n'est quand même pas très reluisant. Et il est critiqué de toutes parts par le patronat, qui estime sa politique vis-à-vis des entreprises, on pourrait qualifier d'un peu incohérente. Et puis aussi par les syndicats. Quand François Hollande dit le SMIC non, il n'y aura pas de coup de pouce. Quand Madame Lebranchu dit je gèle encore pour la 4e année consécutive le point d'indice. Donc la situation n'est pas du tout la même qu'en juillet dernier. Elisabeth Chavelet, mais il semble-t-il, en tout cas sur la piste privilégiée pour la réforme des retraites, qui est l'allongement de la durée de cotisation, il semble qu'il y ait une majorité qui se dessine pour justement aller vers cette piste-là, cet accord sur la réforme des retraites, même s'il y a une dramaturgie. Non, mais moi je dis, c'est que est-ce que ça sera suffisant? Parce que c'est très bien d'avoir un consensus, mais il faut avoir des résultats. Moi, je prends deux références. Je pense que François Hollande a dit, il est allé l'autre jour à Leipzig dire vive le chancelier Schröder, vive ses méthodes, etc., pour revenir à moins de déficit. Qu'est-ce qu'il a fait, le chancelier Schröder? Il a gelé les retraites pendant 10 ans. Et aujourd'hui, le déficit et le social est beaucoup moins grand que nous. Donc, il est même en excédent. Donc, lui, j'ai l'impression qu'il ne va pas le faire, ça, vous voyez. Bon. Donc, je pense que, d'autre part, autre chose qu'a dit François Hollande, il a dit, moi, je veux que la justice, tout le monde participe. Et qu'est-ce qu'on entend dire, la petite musique? Les fonctionnaires, finalement, au fond, sont épargnés, les régimes de retraite sont épargnés, etc. Donc, c'est très bien la méthode, le consensus, mais il faut des résultats. Si, au bout du compte, les Français en tirent l'idée que, puisque deux tiers des fonctionnaires votent socialiste, on les épargne,
ça ne sera pas vu comme une réforme Oui, on sait équitable. bien les uns et les autres que cette marche vers la retraite ne peut être que progressive. Vous savez très bien que si maintenant François Hollande prenait les fonctionnaires mis en tête, alors on ne peut pas à la fois, ce qu'on est tous, être persuadés qu'il faut faire quelque chose pour cette réforme, parce que sinon, enfin, on est tout à fait convaincus par les arguments de la durée de vie, etc. Et à la fois trouver qu'il faudrait aller jusqu'à un clash possible. Peut-être que la méthode social-démocrate, c'est s'inscrire effectivement au milieu avec ces difficultés, j'en reconnais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu urgence quand même En tous les cas, Hervé Baudry propose un invité surprise. Oui, on devrait pour inviter Barroso. Oui, ça pourrait servir de leurre. Parce que j'ai remarqué qu'il a fait l'unanimité contre lui, donc ça pourrait servir dans les négociations. Oui, ça c'est garanti. Oui, Jean-Louis. Il n'y aura rien sur les retraites avec la conférence sociale. Bien entendu. Et d'ailleurs, François Hollande, si on l'écoutait dans son dernière émission dimanche dernier, il a dit des choses qui m'ont paru très intéressantes. Il dit, si on écoute les partenaires sociaux pour la réforme des retraites, on ne fera rien. Il a dit ça. Il a tort. Hein? Bien sûr, donc que non. Bien sûr que parce que là, personne ne veut. Les entreprises ne sont pas d'accord, les syndicats ne sont pas d'accord. Donc il a dit, c'est pourquoi. Donc il n'y aura rien sur la question des retraites. C'est pour ça, je ferai de toute façon à la fin de l'année, il y aura une loi et il y aura une réforme, peut-être insuffisante, mais il y aura une réforme des retraites à la fin de l'année et donc il ne tiendra absolument, il n'attend rien de ce point de vue. En revanche. Il y a deux autres quand même aspects. Il y a les questions de l'emploi, mais là, il n'y aura rien non plus, parce que les syndicats peuvent dire on a déjà donné, puisqu'on a fait la réforme du marché du travail lors de la dernière conférence sociale. Reste un troisième point, la formation professionnelle. Là, peut-être, ils peuvent avancer. Et il y a beaucoup d'argent là-dedans, et il y a beaucoup de réformes à faire là-dedans. Baudry fait du mauvais esprit ce soir. Surtout pas un mot sur la retraite des députés, ni des sénateurs d'ailleurs. Oui, je pensais aussi aux sénateurs. Non, mais ne faites pas attention, vous êtes libre sur ce plateau, cher ami. Il ne faut pas non plus, pardon, ça, mais il faut pas non plus tout mélanger, parce que si les retraites des députés et des parlementaires, on est d'accord, il y a 10 parlementaires qui viennent de signer un texte absolument vengeur, mais enfin, où commencent les privilèges, où ils finissent. Bon, la retraite, c'est autre chose, et peut-être qu'on devrait enlever, effectivement, le régime spécial des députés, mais se l'enlèveront-ils à eux-mêmes? Ça, c'est la question, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de régimes spéciaux à observer un petit peu, et donc... Nous verrons demain s'ouvre cette conférence sociale. En tous les cas, ce qui est compliqué, le dilemme, c'est mener une réforme courageuse et ambitieuse et à la fois les deux pieds, justice et solidarité. Oui, parce que justement, si on dit effectivement Schröder a gelé les 10 années de retraite, d'abord il a fait en fin de deuxième mandat, et ensuite... Quand Marie-Lise Lebranchu dit on va geler le point d'indice, ce qu'elle a fait aujourd'hui, vraiment tout le monde dit c'est une provocation, on peut pas. Bon, donc faut savoir un peu où on va et nous aussi on doit mettre de l'ordre dans ce qu'on pense et c'est pas commode. Dès demain. Alors, comme tous les mercredis, je vous propose à présent de découvrir vos hebdos à retrouver demain dans les kiosques. Et regardez, nous allons commencer avec Le Point qui titre sur une affaire d'État. Cette affaire, c'est le feuilleton tapis Crédit Lyonnais. Au fil de l'enquête, l'étau se resserre sur la Sarkozy, affirme l'hebdomadaire, tandis que la droite dénonce un acharnement. Jean-Pierre Raffarin parle même de chasse au Sarko. L'Express qui consacre sa une au livre noir de la mafia, l'exceptionnel récit des années de sang, titre l'hebdomadaire. Un récit terrifiant sur l'Italie marquée par les assassinats il y a quelques décennies. On se croirait dans un film noir, mais ce n'est pas du cinéma. Le Nouvel Observateur à présent qui titre sur le duel chez les Le Pen, l'ascension de la députée Marion Maréchal Le Pen ébranle le leadership de Marine et... ce qui ne déplaît pas au patriarche Jean-Marie Le Pen. Il paraît qu'il est très content. Un commentaire, Michel Cotta? Non, parce que moi je ne sais rien de ce qui se passe entre eux. Mais je n'ai pas l'impression, franchement, que le leadership de Marine Le Pen soit vraiment écorné en ce moment, puisqu'elle arrive dans le peloton de tête des hommes et des femmes politiques les plus populaires. Donc j'ai pas l'impression, ceci étant, Marion Le Pen, maréchale à l'Assemblée nationale, est tout à fait discrète, plutôt charmante avec les autres, et effectivement, ses collègues députés l'aiment beaucoup. De là à contrebalancer l'influence de Marine, je ne sais pas. Il y a plus de problèmes de famille que de problèmes politiques. Elisabeth Chablais, oui. Une réaction là-dessus? Non. Alors peut-être la une de Paris Match à venir? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire parce que c'est un peu sous embargo. Je peux vous dire peut-être un petit indice. Je crois que pas tromper personne en disant que ça sera un peu sur les Monaco. Une nouvelle, une grande nouvelle? Je peux rien dire d'autre. Oula, bon, on va suivre ça de près. Alors, ça n'est pas sur les paradis fiscaux. Parce que je pensais à la fin des paradis fiscaux. Duel chez les Monaco. Duel chez les Monaco. Merci d'avoir été nos invités. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre émission Déshabillons-les. À demain, avec plaisir, bien sûr.
On dit que pour exister, il faut tuer le père. J'ai pas le sentiment que Marine ait tué le père et qu'elle ait voulu le tuer d'ailleurs. C'est ce qui peut-être lui est reproché par un certain nombre de gens, y compris chez nous. Elle n'a pas tué le père, il n'a pas pris sa retraite non plus. Président d'honneur du FN, Jean-Marie Le Pen est candidat aux élections européennes en 2014. Il continue à faire des meetings et à donner son avis qui diverge parfois de celui de sa fille, comme il nous l'a expliqué au cours d'un entretien réalisé à Saint-Cloud dans la propriété familiale du parc de Montretout. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre bureau à Montretout, l'endroit où vous travaillez, je crois, plus qu'au siège du Front National. Alors dans ce bureau, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment toute une pile de livres sur vous que vous avez accumulés. Vous archivez tout ce qu'on écrit sur vous? C'est-à-dire que là, il y a tout un ensemble de livres, il doit y en avoir près d'une centaine, qui ont été écrits soit sur moi, soit maintenant à partir sur Marine ou même sur Marion. Donc, il y a une espèce de collection dynastique. Et alors, ça vous inspire quoi? Ça vous amuse, tous ces livres? Ou au contraire, ça vous énerve, ça vous embarrasse? Non, je constate que beaucoup des gens qui ont écrit ces livres ne se sont pas donné la peine de me rencontrer. Donc ils se sont bornés à copier sur leurs prédécesseurs. Seulement, l'inconvénient, c'est la répétition d'erreurs qui ont été commises préalablement, voilà, et que je ne peux pas toujours corriger. D'accord. Justement, on va revenir dans l'émission, au fil de l'émission, sur différentes choses qui ont pu être dites sur vous, sur l'image que vous avez pu renvoyer à différents moments. On reviendra sur tout ça. Mais auparavant, donc, vous êtes dans le paysage politique depuis 1956, date où vous êtes élu à l'Assemblée nationale, puis dans le paysage sans interruption depuis les années 80, période où le FN fait ses premiers gros scores. Alors pendant toutes ces années, votre positionnement, votre discours ont un petit peu évolué, vous allez nous expliquer. Mais avant, je vous propose d'écouter ce qu'en dit le politologue Pascal Perrineau. Ça commence dans les années 80, quand le FN est clairement une composante de la droite. Je vous montre. Monsieur Le Pen, vous vous dites libéral et vous êtes contre le protectionnisme. Je suis contre le protectionnisme. Vous êtes donc pour la libre circulation des biens de consommation, des objets. Absolument. Pourquoi est-ce que vous êtes contre la libre circulation des personnes? Parce que le Front National n'est pas le Front libéral et parce qu'il considère qu'il y a un principe supérieur qui est celui de la nation. Vous savez bien que la démocratie... On peut parfaitement être libéral sur le plan économique sans vouloir pour autant que son pays soit ouvert aux quatre vents et livré à l'occupation de peuples étrangers. Voilà, donc on est en 1985, on l'a oublié, mais à l'époque, Jean-Marie Le Pen se définit comme libéral économiquement, et puis son discours va évoluer, par exemple, en 2002, lorsqu'il est qualifié au second tour. Vous les mineurs, les métallos, les ouvrières et les ouvriers de toutes ces industries ruinées par l'euro-mondialisme de Maastricht, vous les agriculteurs aux retraites de misère et acculés à la ruine et à la disparition, j'appelle les Françaises et les Français, quelle que soit leur race, leur religion ou leur condition sociale, à se rallier à cette chance historique de redressement national. Dans les années 80, la dynamique du Front National se fait avant tout dans l'espace des droites. Ce sont toute une série d'électeurs qui viennent de la droite classique, qui sont exaspérés par la victoire de la gauche en 81, qui sont déçus de l'attitude du RPR et de l'UDF, qui vont nourrir la dynamique électorale. Et le premier programme du Front National est vraiment un programme au plan économique libéral. On est dans l'ère de la Reaganomics. Ah oui, d'accord. Il n'est plus libéral finalement que le RPR, etc. Mais bien sûr. À partir des années 90 et du début des années 2000, tout a changé. La crise s'est installée, la dénonciation de la globalisation économique, de la mondialisation s'est installée. Et à ce moment-là, le discours est nettement infléchi. Il ne faut pas attendre Marine Le Pen. C'est avec Jean-Marie Le Pen que ce discours commence. Les temps ont changé. Jean-Marie Le Pen, qui est un homme de foi, certes, mais aussi un pragmatique, s'adapte.
Et il parle à une nouvelle clientèle électorale, issue massivement des milieux populaires, clientèle électorale pour laquelle, si vous voulez, l'ode au libéralisme n'a aucun sens. Alors on a beaucoup parlé de l'influence de Marine Le Pen, elle se fait sentir particulièrement en 2007 où c'est elle qui coordonne la campagne de son père. Je vous montre un extrait d'un reportage. Première nouveauté, le logo reste discret. Plus qu'une évolution, cette affiche marque une révolution. Une jeune femme d'origine étrangère. Avec un piercing sous la lèvre, elle est censée symboliser l'échec de l'intégration. Ce projet de Marine Le Pen n'aurait pas plu à tous les cadres du parti, car lors de chaque présidentielle, le FN en image, c'est avant tout Le Pen. Avec auparavant des slogans chocs comme 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés de trop. Depuis quelques semaines, changement de discours. Moi, Jean-Marie Le Pen, je vous invite, vous tous qui aimez la France, à vous réunir autour de ma candidature. Oui, tous, et vous aussi, Français d'origine étrangère. Je vous invite à nous rejoindre. Qu'est-ce qui se passe dans ces années 2006-2007 Le Front National est en perte de vitesse. Après le choc de 2002, il est en perte de vitesse. Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène Sarkozy. Et il y a nécessité pour le président du Front National et ceux qui l'entourent de trouver une tactique pour récupérer ces électeurs qui hésitent quelque part entre Nicolas Sarkozy et Jean-Marie Le Pen. La stratégie ou la tactique, au choix, est de se draper dans les plis du drapeau national, de jouer sur le thème de la République. Et cela annonce quelque part les évolutions qu'en 2011-2012, Marine Le Pen, devenue présidente du Front National, eh bien aux évolutions qu'elle accentuera. Voilà, ça vous embête ou ça vous fait plaisir qu'on dise que vous êtes un bon tacticien, que vous avez eu aussi une stratégie, une tactique? Je crois que M. Perrineau fait une erreur qui est liée à sa profession de politologue. Il pense que tout ce que dit un homme politique, il le dit exclusivement en relation avec le corps électoral à conquérir. Mais on n'a pas forcément un discours qui est destiné à essayer de les convaincre ou de les attirer. Mais on voit bien là, par exemple, effectivement, on voit qu'il y a eu une évolution, qu'au début, vous avez un discours économique plus libéral, et ça évolue. Alors pourquoi ça évolue? C'est parce que le monde a changé. Quand je défends une politique, notamment de liberté de l'entreprise, c'est parce que nous vivons dans un monde socialiste. Oui, les années 80. Et l'Europe et le monde, un monde communiste. Et par conséquent, je prends le contre-pied de cette pensée dominante, en quelque sorte. Et puis la situation évolue. Le communisme va s'effondrer et nous allons entrer dans l'Union européenne, ce dont on ne parle pas là, en l'occurrence, qui va contraindre la France et lui retirer progressivement les éléments de sa souveraineté. D'accord, donc vous dites effectivement c'est une évolution qui est liée à l'évolution du contexte et de la situation et qui s'est accompagnée aussi d'une évolution de votre électorat pour le coup quand même. Qui est pas Bien forcément... sûr, mais c'est évident que l'homme politique est à l'écoute du peuple français et il essaye de déterminer quels sont les éléments de son avenir et quels sont les éléments les plus favorables. Et bien sûr, c'est évident que le discours n'est pas le même en 60 ans de vie publique. Encore qu'il y ait des constantes. Oui, on voit aussi des constantes. Et alors justement, ça pose la question du rôle de Marine Le Pen. On a beaucoup dit en 2007, on a revu les extraits là, avec les affiches, avec la jeune femme beurre. On dit que c'était elle qui vous avait poussé à aller à Valmy. On dit une femme étrangère, elle n'est pas d'origine étrangère. Elle est française. Oui. Elle peut être française, oui. Elle peut être des dom-toms, elle peut être d'origine algérienne, mais je vous signale qu'il y a eu une Algérie française et qu'il y avait des citoyens français en Algérie. Par conséquent, c'est déjà un point de vue de critique et hostile de souligner cela. D'accord, comme c'est fait dans le sujet, vous dites, d'accord. Et cette évolution sur les thèmes de la République, Valmy, etc., en fait, ce que dit Pascal Perrineau, c'est que c'est vous, en fait, c'est votre évolution plus que celle poussée par votre fille. Enfin, c'est quoi? Non, écoutez, n'est-ce pas, l'homme politique, dans son message, tient compte de la réalité telle qu'elle est constituée par les faits, par les événements, mais aussi par les manœuvres de ses concurrents ou de ses adversaires. Et dans la mesure où on nous oppose un front républicain, un arc républicain, je vais à Valmy dire « nous aussi, nous sommes républicains ». D'accord, c'est aussi une manière de retourner le discours de, entre guillemets, l'adversaire, d'accord. Voilà, c'est de la tactique politique, mais c'est bien normal. Bien sûr, ouais. Et votre fille là-dedans, parce qu'on a beaucoup dit c'était elle en 2007, etc. Écoutez, ma fille dirige la campagne électorale,
Et par conséquent, son influence joue, celle des collaborateurs, des gens qui sont autour de nous. Nous faisons comment dirais-je, nous élaborons une doctrine collective. Et dans ce domaine, Marine Le Pen apporte en effet sa jeunesse, le particularisme de sa féminité, etc. Alors il y a quand même la question, et vous l'avez évoqué vous-même, hein, et que en préparant l'émission, on a visionné beaucoup de choses, lu beaucoup de livres, peut-être pas tous autant que ceux qui sont dans votre bureau, mais enfin il y a toujours une question qui traverse un petit peu vous concernant, c'est Jean-Marie Le Pen, est-il stratège ou pas? Ses déclarations sont-elles tacticiennes ou pas? Voilà, on vous prête toujours beaucoup d'arrière-pensée. Alors oui, sauf si je vais peut-être vous montrer un extrait, vous allez me dire, parce que notamment sur ce qui concerne à ce que certains appellent vos provocations, d'autres vos dérapages. Alors je vous propose de revenir justement sur un sujet qui date de 2005, commenté toujours par le politologue Pascal Perrineau, et puis vous réagissez. Tôt ce matin, Jean-Marie Le Pen est déjà sur les ondes. Le président du Front National persiste et signe, il ne change pas une virgule à ses propos publiés dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. Oui, en France, l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y eut des bavures. Au bout de 60 ans, je crois que quand on la compare à l'occupation d'un certain nombre d'autres pays européens, il faut reconnaître que nous avons, toutes choses égales d'ailleurs, moins souffert que d'autres pays comme la Hollande, la Belgique. Rien à ajouter non plus sur le drame d'Ouradour-sur-Glane. Il y aurait beaucoup à dire, a-t-il laissé entendre dans l'hebdomadaire. Selon une thèse révisionniste, ce sont des explosifs dissimulés dans l'église par les résistants qui auraient fait périr le 10 juin 1944 près de 650 civils et non l'armée allemande. Pour les spécialistes de l'extrême droite, cette nouvelle affaire s'inscrit dans une véritable stratégie politique. C'est ça vraiment calculé, on ne peut pas parler d'improvisation pour une interview qui a été donnée, comme on dit, la presse écrite, donc c'est pas la télé, c'est pas la radio, il n'y a pas de lapsus. C'est très contrôlé, il a pu relire, il a pu modifier chaque mot, contrôler chaque mot. Tout ça vraiment est complètement maîtrisé et donc ça relève d'une stratégie indiscutablement. Et là, ça repose la question qui se pose à chaque fois que Jean-Marie Le Pen revenait sur le devant de la scène avec ses entre guillemets dérapages. Est-ce une stratégie délibérée, comme on le suggère là sur cet extrait, ou alors est-ce que ça lui échappe, c'est le naturel qui revient en galop et qu'il n'arrive pas à se contrôler? Je vais vous dire, il y a les deux qui s'expriment. Il y a à la fois la nature profonde et la culture profonde de Jean-Marie Le Pen. Quand il porte un jugement, qui est un jugement de caractère révisionniste sur certains éléments de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est le fond, certainement, de sa pensée qui s'exprime. Et puis, en même temps que cette nature profonde s'exprime, il y a un souci stratégique. On sait très bien, dans la vie de tout parti politique ou de tout leader politique, qu'on traverse de temps en temps des creux. On ne parle plus de vous. Les thèmes que vous véhiculez ne sont plus à l'agenda. Et donc, il y a la stratégie du scandale. Vous revenez dans l'agenda politique, comme on dit, vous revenez dans l'actualité politique, en effet, sur le mode du scandale. Je suis celui par lequel le scandale arrive. Et d'autre part, pour Jean-Marie Le Pen, il faut savoir que cela correspond à une stratégie très ancienne, parce qu'en faisant scandale, il n'apparaît pas comme étant un homme politique comme un autre. Tout de suite, forcément, comme il fait scandale, on le dénonce, et il peut ensuite retourner cette dénonciation en disant, vous voyez bien, comme vous, les petits, les sans grade, je suis une victime du système. Donc vous dites finalement, ça lui correspond, mais ça correspond aussi à une vraie stratégie qui n'est pour le coup pas du tout celle de sa fille, elle l'a souvent expliqué. Et alors à l'époque, quelques mois après ce dérapage sur l'occupation allemande, elle écrit un livre et elle revient sur ces événements sur le plateau de Thierry Ardisson. C'est un trait de caractère qui fait qu'encore une fois, il prend du recul sur les choses. Et quand il a dit l'occupation allemande n'a pas été si inhumaine, je pense qu'il faisait référence à ce qu'elle a pu être dans d'autres pays. Mais c'est vrai que dit comme ça, ça peut étonner et ça peut choquer, ça peut blesser. Moi, je comprends ça. Je veux dire, mais je suis absolument persuadée que c'est pas son but. C'est un enfant de la guerre, voilà. Je crois que les enfants de la guerre ne réagissent peut-être pas de la même manière que nous qui sommes des enfants de la paix. En même temps, c'est ce moment-là, cet épisode-là qui va créer une brouille entre eux. Oui, c'est peut-être ce moment-là qui crée une brouille entre eux. Il y a des brouilles qui peuvent être utiles aussi, lorsqu'elles sont présentées, gérées sur le terrain médiatique. Parce que pour une jeune femme qui a vécu dans l'ombre de son père, c'est un moyen d'exister. Et on sait que
Marine Le Pen, dans l'ombre tutélaire envahissante de son père, a besoin d'exister et qu'une brouille éventuellement passagère, ça vous permet d'exister par vous-même. Oui, vous riez. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ris d'abord parce que M. Perrineau est un homme du système. Et la différence qu'il y a entre tous ces glossateurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'ils ne l'ont pas connue. Moi, j'ai vécu la guerre. Je l'ai vécu cruellement. Je suis un orphelin de la guerre. Eux, ils ont lu qu'on avait souffert de la guerre dans les livres. Voilà. Oui, et des livres qui, généralement, étaient quand même plutôt orientés tous de la même manière, plutôt quand même du côté soviétique ou communiste ou allié même que les autres. Mais moi, j'ai la mémoire et je me souviens de tout cela. Et quand je porte un jugement, même s'il est porté par un journaliste qui trahit sa profession, car il rapporte des propos qui n'étaient pas dans son interview, mais qui étaient postérieurs à son interview, il a d'ailleurs été poursuivi pour cela. Mais en l'occurrence, je ne renie aucun... Moi, je ne fais pas de calcul. Je dis ce que je pense. La conception que j'ai de ma vie politique me permet d'avoir cette liberté. Je la paye cher, parce qu'elle me vaut beaucoup d'adversité, mais je dis ce que je pense, et je ne fais pas de calcul, je ne fais pas de provocation, et si provocation il y a, c'est qu'elles sont en effet provoquées par les gens qui me posent des questions. Oula, parce que d'accord, parce que donc vous dites donc vous dites donc Rivarol, vous avez été piégé à l'époque et vous avez donc attaqué le journal, mais cela dit, vous assumez vos propos et toujours vous les avez toujours assumés. Et vous ne faites pas de calcul, pas de stratégie, ce qu'on vous prête, parce qu'on vous prête toujours des stratégies et on dit